Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le poème Spleen qui commence par le vers Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Deux poèmes donc de Charles Baudelaire. Vous êtes prêts? On y va. Charles Baudelaire publie le recueil Les Fleurs du Mal en 1857 et au sein de ce recueil il publie un poème intitulé Spleen qui commence par le vers Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Ce poème prend place au sein de la section Spleen et idéal, et il faut noter qu'il n'est pas le seul à s'intituler Spleen. Vous avez 4 poèmes qui s'intitulent Spleen, celui-là est le dernier, il est le 4e. Le spleen, c'est un sentiment de grande mélancolie, d'intensité morose, de dépression, pourrait-on dire. Spleen, c'est un mot qui est emprunté à l'anglais, et en anglais, il désigne cet organe du corps humain qui est la rate. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, des médecins grecs tels que Hippocrate ou Galien pensaient que la rate était le siège de la mélancolie. En effet, ils considéraient que le corps était gouverné par 4 humeurs cardinales, la bile, l'atrabile, le sang et le flegme. Et lorsque la rate sécrétait en excès la bile noire, ce qu'on appelle aussi l'atrabile, eh bien l'individu était touché par la mélancolie. En fait, dans cette théorie des humeurs, les excès, les dérèglements de ces humeurs provoquent une pathologie chez l'individu. Donc un excès de bile noire sécrété par la rate provoque la mélancolie chez l'individu. Ce texte, on peut le diviser en 2 parties. Il est composé donc de 5 quatrains. Les 4 premiers constituent à eux seuls une phrase d'un point de vue syntaxique. Cette première partie décrit un moment, des moments, un espace qui est associé au sentiment de spleen. Le dernier quatrain insiste davantage sur l'effet que provoque le spleen sur le poète. Comme problématique, je propose tout simplement comment l'auteur s'y prend-il pour représenter l'état de spleen dans ce texte. On va maintenant procéder à la lecture. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous fait un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide, et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'horribles araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches tout à coup sautent avec furie, et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie, qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et d'anciens corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme, et l'espoir, pleurant comme un vaincu, l'angoisse despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Le premier vers commence par une conjonction de subordination quand, qui introduit une proposition subordonnée circonstancielle temporelle. On indique ici un moment. Quand le ciel bas et lourd. Le ciel est un élément aérien, mais il devrait donc être associé à de la légèreté, et tout de suite on voit qu'il est contrebalancé par des termes comme bas et lourd, par le verbe pèse, qui indique une idée de gravité, de lourdeur. Donc ici déjà, il y a comme un paradoxe, il y a une tension entre l'élément aérien léger et la lourdeur. Couvercle également traduit une idée d'enfermement. Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis. L'esprit donc, il s'agit de l'esprit de l'homme. L'homme en général, puisqu'on parle de l'esprit, pas de l'esprit de quelqu'un en particulier. Gémissant est un terme qui renvoie à la souffrance. On aura dans ce texte le champ lexical de la souffrance. Gémissant en proie aux longs ennuis. Ennui est donc un sentiment qui est associé à la mélancolie, à la tristesse. Il est renforcé, son intensité est renforcée par l'adjectif qualificatif long. Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis. Donc on parle de ce moment quand l'esprit donne de la
est impacté par une lourdeur. Cette lourdeur se traduit aussi par les sonorités qui sont dures, déjà dans ces deux premiers vers. Quand, comme, couvercle. Vous avez donc des sonorités en que, une allitération en que. Vous avez aussi pèse, proie, allitération en peu, qu'on retrouvera donc dans la suite du poème. Troisième vers, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous fait un jour noir plus triste que les nuits. Donc encore une fois, on parle d'un moment, le jour, et ce jour est particulièrement obscur, puisqu'il est noir. On peut noter ici la présence d'un oxymore, donc deux termes accolés qui s'opposent du point de vue du sens, et donc qui créent encore une fois une tension. Ce jour est plus triste que les nuits, donc les nuits, alors la nuit c'est un moment, encore une fois, un moment qui est obscur, qui est sombre, et ce jour il est plus triste que les nuits, donc il est absolument sinistre. Nuit, c'est un moment qui est associé à l'angoisse, à l'effroi, à la terreur, puisque l'absence de lumière crée l'inquiétude, l'angoisse. Triste renvoie, donc ici fait écho au titre, un spleen, cet état de mélancolie. Donc d'ores et déjà on peut noter la présence dans ce poème du registre pathétique, puisque le poète exprime sa tristesse et cherche quelque part à provoquer la compassion du lecteur. Notez nous au vers 4, et nous on est en train de parler vraiment de l'impact du spleen sur tous les êtres humains. Nous, ce nous est assez universel et c'est un nous inclusif, c'est-à-dire que l'auteur s'inclut dedans. Quand la terre est changée en un cachot humide, donc encore une fois, vous avez cette conjonction de subordination quand qui débute le vers. On a donc ici la même structure qu'au vers 1. Donc on peut parler de parallélisme de construction, on peut parler également d'anaphore si vous voulez. Quand la terre est changée en un cachot humide, donc cette répétition structurelle, syntaxique, crée un effet de lourdeur. Donc on a parlé de la lourdeur du point de vue du lexique, le ciel bas et lourd pèse, mais on a aussi cette lourdeur qui se traduit d'un point de vue syntaxique. La Terre donc désigne l'univers, la Terre dans son entier, le globe terrestre. Et la Terre est changée en une prison, un cachot humide. Donc là, il faut noter qu'il y a l'absence d'échappatoire. Le spleen s'empare de nous, il n'y a pas de possibilité de trouver un refuge. La Terre est changée en un cachot humide. Humide est un état, on pourrait dire climatique, qui n'est pas forcément très agréable. Humide d'ailleurs va trouver un écho avec pourri au vers 8. Ou l'espérance comme une chauve-souris. L'espérance donc incarne l'idéal. L'espérance incarne l'idéal. La section s'intitule Spleen et idéal, mais cette espérance, elle est tout de suite comparée à une chauve-souris. La chauve-souris, c'est un animal nocturne, c'est un animal associé aux vampires. C'est donc un animal inquiétant. S'en va battant les murs de son aile timide. Alors, cette chauve-souris, elle essaye de s'échapper, mais elle ne peut pas. Elle rase les murs, son aile bat les murs de son aile timide, et elle se cogne la tête à des plafonds pourris. Donc ici, vous avez encore une fois la souffrance, mais la souffrance cette fois-ci physique. Elle se cogne la tête. On avait déjà parlé de souffrance au vers 2 avec gémissant. Elle se cogne la tête à des plafonds pourris. Donc plafond fait écho à couvercle au vers 1. On a encore cette idée d'enfermement et cette impossibilité de s'échapper. Donc le spleen est associé à un sentiment d'oppression. Quand la pluie étalant ses immenses traînées, donc encore une fois anaphore et parallélisme de construction, lourdeur syntaxique. Quand la pluie étalant ses immenses traînées, donc la pluie, c'est un climat qui est associé à la tristesse. Ici, vous avez une image romantique. L'état du climat reflète l'état de l'âme, l'état intérieur du poète. Eh bien ici, la pluie donc renvoie aux larmes, renvoie à la tristesse. En plus, donc, ces immenses traînées, on a cette pluie est intense. Vous avez l'adjectif qualificatif immense qui renforce cette impression d'une vaste prison. Donc là, vous avez une répétition sémantique immense, vaste. Encore une fois, donc répétition qui dit répétition dit lourdeur. Vaste prison, donc
encore une fois, le vocabulaire de la prison. Hein. Vous aviez cachot, maintenant vous avez prison, vous avez barreau. Donc la prison, c'est un endroit d'enfermement d'où on ne peut pas s'échapper. D'une vaste prison imite les barreaux, donc la pluie, les gouttes de pluie sont mises sur le même plan que les barreaux de la prison, ils sont rapprochés, et qu'un peuple muet d'horribles araignées, donc encore une fois un animal inquiétant, l'araignée qui peut être associée à l'obscurité, et cet animal inquiétant, donc on vous dit que c'est un peuple muet d'horribles araignées. Donc c'est inquiétant parce qu'il ne parle pas, il est muet. Peuple renvoie à l'humanité, hein, on parle de peuple. Et là, mais ce peuple en même temps est associé à un trait de caractère qui n'est pas humain. Le langage est une faculté propre à l'espèce humaine, et le fait que ce peuple soit muet, ça renvoie donc là pour le coup à l'animalité, et donc cette tension, cette opposition entre humanité et inhumanité crée encore une fois de l'angoisse, crée une tension. Horrible, donc horrible c'est un adjectif péjoratif mais qui est inquiétant ici, qui renvoie à l'horreur, à l'effroi, vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Encore une fois, la présence de la première personne du pluriel, nos, qui fait écho au vers 4 à nous. Donc là, cerveau, on parle des cerveaux, donc des êtres humains. Filet, il y a cette idée que quand on est pris dans le filet de la toile d'araignée, on est pris au piège, on est prisonnier, on ne peut pas s'échapper, et cela nous conduit à la mort, puisqu'on se fait dévorer par l'araignée. Donc, encore une fois, il y a cette idée d'enfermement, d'immobilisme, d'impossibilité de s'échapper, de trouver une échappatoire. Des cloches tout à coup sautent avec furie. Alors, dans ce vers, il est très important de noter que vous avez une cacophonie, c'est-à-dire un son qui est disharmonieux à l'oreille. Si on veut respecter les règles de l'alexandrin, on est obligé de dire des cloches tout à coup sautent avec furie. Sautent avec furie, c'est difficile à dire et ce n'est pas très agréable à l'oreille. Donc on a une lourdeur ici qui est d'un point de vue sonore. Des cloches tout à coup sautent avec furie. Les cloches sont personnifiées. Elles sautent avec furie et elles lancent vers le ciel un affreux hurlement. Donc ces cloches qui sont personnifiées et qui crient, on a l'impression que ce sont des monstres. Donc encore une fois, animalité et inquiétude. Furie, c'est un état de grande colère, ça renvoie à la souffrance. Lance vers le ciel un affreux hurlement. Affreux fait écho à horrible, au vers 11. Hurlement renvoie encore une fois à la souffrance. Ainsi que des esprits errants, donc vous avez ici une comparaison avec ainsi que des esprits errants et sans patrie. Alors, esprit fait écho à esprit, au vers 2, vous avez une répétition là aussi, et esprit errant et sans patrie, donc des esprits errants, donc c'est-à-dire qui marchent sans but et qui n'ont pas de patrie, qui n'ont pas de pays, donc il y a cette idée de perdition, donc de désespoir qui est évoquée, et qui se mettent à geindre, et là aussi, lourdeur sonore, puisque cacophonie, on est obligé de prononcer qui se mettent à geindre. Mettent à geindre, ce n'est pas agréable à entendre. Et donc geindre renvoie à gémissant au vers 2, on a encore cette idée de souffrance. Donc champ lexical de la souffrance présent dans ce poème, qui se mettent à geindre opiniâtrement. Dernier quatrain. Donc ici, vous avez la phrase qui se termine enfin. Alors c'était lourd aussi à lire, hein, cette phrase qui s'étale sur 4 quatrains, parce qu'on ne peut pas baisser l'intonation avant la fin de ce 4e quatrain. Voilà. Donc cette lourdeur, il faudra la signifier aussi lors de l'explication. Dernier quatrain. Et d'anciens corbillards sans tambour ni musique. Corbillard, donc c'est le véhicule qui sert à transporter les cercueils, donc cela renvoie à la mort, à l'angoisse. On vous dit en plus qu'ils sont anciens, qu'ils sont vieux, et ils sont sans tambour ni musique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas d'aspect vivant, donc ça renvoie encore plus, ça renforce cette idée de mort, cette idée de silence pesant, et
Vous avez une lourdeur là aussi d'un point de vue syntaxique, puisque la phrase commence par et, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas ce qui est possible d'un point de vue syntaxique, mais ce qu'il faut éviter de faire car ce n'est pas très joli, très esthétique. Donc, et d'anciens corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme. Donc, vous avez une métaphore ici, les corbillards qui défilent dans l'âme. Notez que cette fois-ci, Baudelaire parle de lui. Vous avez l'adjectif possessif mon. On n'est plus dans le nous, on est dans le mon. On n'est plus dans la première personne du pluriel, on est dans la première personne du singulier. Défile lentement dans mon âme. Lentement renvoie à cet immobilisme, à cette lourdeur, là aussi, cette gravité. Et défile lentement dans mon âme, et l'espoir. Donc là aussi, vous avez de la lourdeur parce que quand on lit, c'est assez pénible à lire ce dernier quatrain. Vous avez ce point-virgule, vous avez ce et voilà, tout d'un coup, l'espoir, et vous avez ici un enjambement que vous êtes obligé de faire. L'espoir, il faut prendre très vite sa respiration à la fin de ce vers pour enchaîner sur pleurant comme un vaincu. Donc l'espoir fait écho à l'espérance au vers 6. De nouveau, on parle de l'espoir, cette allégorie de l'idéal. Je rappelle que l'allégorie est la représentation concrète d'une notion abstraite. L'espoir est une allégorie, c'est une personnification là aussi, puisqu'il pleure comme un vaincu. Donc l'espoir, ce sentiment positif, est contrebalancé par un sentiment négatif. Il pleure comme un vaincu. Donc il ne peut plus lutter, il a perdu. Et c'est l'angoisse qui prend le dessus, l'angoisse. Donc là, de nouveau, vous avez une allégorie et une personnification. L'angoisse, c'est un peu l'ennemi de l'espoir, c'est un peu l'opposé de l'espoir. Et notez là aussi une lourdeur d'un point de vue syntaxique, puisque vous avez une anacolute, c'est-à-dire une rupture de la construction syntaxique. Vous avez « et l'espoir pleurant comme un vaincu », on s'attendrait à trouver le verbe dont l'espoir est sujet, puis non. Vous avez « l'angoisse despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir ». Vous avez comme un nouveau début de phrase. Donc il y a une lourdeur ici d'un point de vue syntaxique. L'angoisse despotique, despotique c'est évidemment un terme là aussi péjoratif, despotique ça renvoie à tyrannique, ça renvoie donc à la violence, à l'angoisse, à l'effroi. L'angoisse despotique, et de nouveau vous avez un enjambement, donc qui alourdit la lecture. Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Crâne, évidemment, ici renvoie aussi au crâne du poète, mais aussi au crâne de la tête, à la tête de mort, au crâne du squelette. Sur mon crâne incliné, donc en plus incliné, donc quand le crâne est incliné, cela renvoie à l'image de quelqu'un qui est mort. Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir, et donc noir. Le poème se termine par l'adjectif qualificatif noir, la couleur noire qui renvoie aux ténèbres, qui renvoie à la tristesse, qui renvoie au désespoir. Donc, ici, comment l'auteur s'y prend-il pour représenter l'état de spleen ? Eh bien, il faudra insister donc sur la force des images qui sont sombres, qui évoquent l'angoisse, le désespoir. Donc les animaux, les chauves-souris, les araignées, mais aussi l'univers de la prison, l'idée de l'enfermement, l'idée qu'on ne peut pas trouver d'échappatoire. Première chose, il faudra insister sur la lourdeur qui se traduit d'un point de vue, on l'a vu, syntaxique, d'un point de vue lexical, d'un point de vue sémantique. Et donc il faudra insister sur toutes ces images et sur tous ces effets de lourdeur qui sont présents dans ce poème. Comme ouverture, on peut parler du poème Spleen qui précède celui qu'on vient d'étudier et qui s'intitule donc aussi Spleen et qui débute par le vers « Je suis comme le roi d'un pays pluvieux ». Là, dans ce poème, également, Baudelaire donne une description assez précise de cet état de mélancolie dont il est sujet.